BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà le retour de ce De quoi je me mêle. Merci d'être toujours là, fidèle à ce rendez-vous du week-end. Anthony Morel, journaliste à BFM Business, Éric Le Bourlou, que vous pouvez lire entre autres au numérique et sur jardin.com. Non, je dis ça. Je ne préciserai pas pour l'instant. Pour l'instant, non, mais tu nous en parleras quand ça sera. Oui, avec grand plaisir. Voilà, puisque Éric nous expliquait, si vous n'étiez pas avec nous dans la première partie, qu'il a deux passions, la tech et les jardins. Eh oui. C'est bien, mais moi aussi j'aime beaucoup ça. C'est pas une émission sur le jardin Mais moi sur RMC j'avais une émission sur le jardin. Voilà, donc tu connais bien le sujet aussi. Alors je connais bien le sujet. T'avais des experts. J'ai quelques notions, on va dire. Tu as dû retenir quelques trucs. Ouais, mais j'oublie vite. Allez, pour cette deuxième partie, on enchaîne avec Alexa, puisque vous le savez, il y a la bataille des assistants vocaux qui est en train un petit peu de se préciser. On sait que les assistants vocaux vont devenir un petit peu plus intelligents grâce à l'IA générative, et les enceintes connectées d'Amazon vont peut-être devenir plus intelligentes. Ouais, faut rappeler quand même que les enceintes intelligentes, ça a maintenant 10 ans. C'était 2014 les premières. Et c'est vrai qu'elles ont connu un beau succès, mais qu'à l'ère de l'IA générative, elles sont un peu ringardisées. On se rend compte en fait de leurs lacunes encore plus maintenant qu'on peut utiliser OpenAI, ChatGPT, Gemini ou Claude. Et c'est de ça dont on va parler, puisque Amazon va intégrer dans ces enceintes connectées, dans les futures générations, l'intelligence artificielle d'Anthropic. Donc Anthropic, qui sont un petit peu moins connus qu'OpenAI évidemment, mais c'est une boîte qui est extrêmement performante. Claude, les dernières versions notamment, vous savez qu'il y a des benchmarks sur les intelligences artificielles et ils sont aussi performants, voire plus performants sur certaines métriques que les dernières versions de ChatGPT. Donc c'est vraiment un truc qui est très très solide. Amazon a investi dans cette entreprise, un peu comme Microsoft l'a fait avec OpenAI. Ils ont mis 4 milliards de dollars et même un peu plus. Je crois qu'ils en ont mis une douille derrière. Mais je crois qu'il y a même Google qui a investi dans l'entreprise. Oui, absolument. C'est pas réservé qu'à Amazon. C'est ça qui est intéressant. C'est une boîte qui rayonne, quoi. C'est une boîte qui rayonne, exactement, et donc ils vont intégrer cette intelligence artificielle qui devrait permettre normalement d'avoir des interactions beaucoup plus fluides et beaucoup plus poussées. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu discutes avec les enceintes intelligentes, et c'est pas pour pointer du doigt Amazon, parce que c'est vrai pour toutes, quelle que soit la marque, tu vois, Google, Apple, c'est la même. En fait, oui, c'est très frustrant parce que tu lui dis une phrase, si elle comprend pas, faut que tu répètes. Tu peux pas faire un raisonnement, on va dire, avec plusieurs phrases, ou si tu te trompes, il faut que tu refasses ta commande intégralement. Tu peux. En fait, tu te rends compte que c'est un peu comme si tu faisais une recherche sur Google. C'est la différence entre Google et Gemini, en fait. Là, on va passer à l'ère de l'intelligence artificielle. On n'aura plus besoin de faire des requêtes comme si on était en train de les faire sur un moteur de recherche. On pourra discuter en langage naturel, avoir des cas d'usage peut-être plus poussés. Je sais pas, je veux commander un VTC, par exemple. Je pourrais le faire depuis l'enceinte en disant voilà, apporte-moi un VTC à telle adresse à telle heure. Et puis voilà, elle va se débrouiller. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont pouvoir se mettre en place et qui vont pouvoir peut-être, réaliser le rêve d'Amazon, parce que Amazon avait de très grandes ambitions à l'origine pour ces enceintes connectées, et ça a été au final une déception parce que les gens les ont achetées, c'est vrai, ils s'en ont vendu des millions. C'est même un échec commercial énorme. Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs un questionnement. Parce que les gens, ils s'en servent. Pourquoi tu t'en sers pour le minuteur, pour les pattes et pour le réveil matin. Et lancer la musique éventuellement. L'ardoise d'Amazon, ça coûte des milliards, des milliards. C'est un échec monumental pour Amazon financier. D'ailleurs, c'est ça, c'est un minuteur qui coûte 100 euros. Mais en fait, Amazon voulait vraiment, c'était ça son objectif, qu'on achète sur Amazon via Alexa. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Après, ils ont essayé effectivement en ouvrant la plateforme à des acteurs tiers type Uber, Domino's Pizza, etc. On va dire, on va prendre une commission si le client fait une vente via Alexa. Ça n'a jamais marché. Et là, c'est la troisième étape. Mais en fait, ce qui est marrant déjà, sur le nouvel Alexa qui a été déjà annoncé l'année dernière. Donc, ils avaient annoncé ça. Ils l'avaient annoncé l'année dernière. Et là, ils voulaient au départ utiliser leur propre LLM, leur propre IA. Ils se sont rendus compte, apparemment, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'ils font aussi appel à Anthropic et Claude, parce qu'ils savent faire. Et le truc, c'est que là, c'est aussi le nouvel Alexa qui apparemment devrait sortir avant la fin de l'année, là, avec donc la technologie d'Anthropic, sera payant.
C'est-à-dire qu'ils vont adopter là pour le coup un modèle qui sera plus un modèle de j'achète un device et après Alexa est gratuite. Ce sera un modèle où je ne sais pas combien on achètera le device, mais en tout cas ensuite on paiera un abonnement chaque mois. Apparemment d'après Reuters ce sera entre 5 et 10 $ pour avoir accès à cet Alexa dopé à l'intelligence artificielle. Il existera encore le vieil Alexa qui est tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais le nouveau sera payant. Et ça, c'est une grosse différence. Ça change tout. Ouais. Il faudra du coup que les usages que Amazon met en avant nous paraissent suffisamment intéressants pour qu'on souscrive un abonnement à Alexa. Ça, c'est pour moi le grand mystère. C'est est-ce que je vais avoir suffisamment envie de payer 10 € de plus à Alexa ou est-ce que ce sera peut-être compris dans Prime? Excusez-moi, mais évidemment que non. Enfin, je veux dire... ouais, je sais pas. Évidemment, moi, je me pose la question aussi. Hein. Avec tous les abonnements qu'on paye, Anthony, est-ce que tu te vois encore donner entre 5 et 10 € par mois pour un assistant vocal? Peut-être pas moi, mais je pense qu'il y a une frange de la population qui sera prête à le faire. Tu vas aux États-Unis, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont le faire. S'ils peuvent commander leur DoorDash, leur Uber en 2 secondes, tu vois. Et en plus, moi, je pense à l'intégration. Encore une fois, on est sur des modèles d'IA, là, les IA vocales maintenant, qui vont de plus en plus vers le côté émotionnel aussi. C'est-à-dire que tu vas avoir quasiment une relation. C'est plus seulement la voix robotique qui va te répondre, etc. Je pense que ça va aller beaucoup plus loin dans les interactions que tu pourras avoir aussi avec l'IA. Et je pense que dans certains cas, et pardon, ça va être même un peu flippant, mais ça va devenir quasiment le confident ou la confidente de certaines personnes, tu vois. Non, mais c'est vrai. Attends, t'as vu les dernières démonstrations de ChatGPT 4o, enfin leur version Omni là, où tu vois le mec qui parle sur son téléphone et l'IA elle te répond en prenant en compte la façon dont tu lui parles, donc tes émotions et ton ressenti, et elle va s'adapter à ça et tout. Ça va quand même assez loin, quoi. Je pense qu'on peut pousser vraiment les interactions beaucoup plus loin que ce qu'on a aujourd'hui avec les enceintes connectées. Donc je suis pas, je pense qu'il y a une frange. Moi c'est pareil, je vais pas payer 10 balles par mois pour draguer une IA, tu vois. Enfin, mais je pense qu'il y a des gens que ça intéressera. Je suis dubitatif, mais on verra. De toute façon. Après, je pense que ce qu'ils vont faire, c'est de toute façon, ils vont faire une espèce de période gratuite pendant quelques mois, et puis ils verront bien si les gens vont passer sur le modèle payant au bout d'un moment. Peut-être qu'aussi ils vont l'intégrer à Amazon Prime. Peut-être que ce sera un moyen de faire passer la pilule plus facilement. Ah, c'est pas bête. C'est possible. Ouais, sauf que moi j'avais lu que justement l'un des responsables d'Amazon avait dit que ça serait pas compris dans le Prime en fait. Que ça serait vraiment un abonnement supplémentaire. Le Prime, ça a du sens. Bien sûr, tu payes déjà un truc, tu as une fonctionnalité supplémentaire, ça peut te motiver, justement. Mais si c'est en plus du Prime de payer 5 à 10 $ par mois pour discuter avec Alexa, franchement. Non, mais surtout qu'on a pris l'habitude aujourd'hui d'avoir un ChatGPT gratuit, tu vois. C'est ça aussi le problème. Ouais, c'est vrai, mais là pour le coup, c'est vraiment dans ta maison. ChatGPT, moi j'ai un ChatGPT gratuit, je discute avec lui en audio. Ouais, par contre, tu n'as pas la même intégration que Alexa pour tout ce qui est maison connectée. Mais c'est pour Alors peut-être que ça va changer, mais effectivement, là, tu pourras, par exemple, ce qui est vraiment frustrant avec Alexa, comme tu disais tout à l'heure, c'est phrase par phrase. Là, avec ce nouveau système, tu pourras lui dire Alexa, allume-moi le lave-vaisselle, et puis éteins le couloir, et puis quand je rentre à 18h ce soir, tu n'oublieras pas de me rappeler ceci. Voilà, tout ça c'est un confort qui va être effectivement largement supérieur à ce qu'on avait aujourd'hui. Maintenant, effectivement, est-ce que c'est suffisant ? En fait, ça permettra un peu, c'est le même genre de fonctionnalité que nous avait promis le fameux Rabbit dont on avait parlé, tu sais, qui a été un flop énorme, mais qui pour le coup là aurait du sens parce que c'est dans un appareil que tu as dans ta maison et que tu aurais pu acheter autrement, tu vois, c'est pas un appareil dédié pour ça. Donc, mais ça me rappelle un peu ça, tu vois, le truc de t'as plus besoin de passer par les applications, tu vas pouvoir lancer tout un tas de commandes et puis être obéi au doigt et à l'œil instantanément. Bon, pourquoi pas. Écoute, moi j'attends de voir. En tout cas, je suis curieux de voir ça parce que moi comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme beaucoup, j'ai une enceinte intelligente, je m'en sers comme réveil et puis c'est tout quoi. Et là je me dis peut-être que on peut aller un petit peu plus loin. Ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que fait la concurrence. Que va faire Google ? Est-ce que Google va, parce que Google va aussi augmenter en tout cas transformer son assistant vocal pour qu'il devienne plus intelligent. Je pense que c'est prévu. Siri aussi. Ça va être intéressant de voir si tout le monde passe à quelque chose de payant ou pas.
ça va être évidemment. En même temps, c'est cher. Hein. Ah ben c'est ça. C'est très cher. Donc tout ce temps de calcul sur des data centers qu'ils doivent faire pour parfois des. Alors là, c'est vrai qu'à chaque fois, Alexa, timer 10 minutes. Bon, je suis pas sûr que c'est besoin. Mais ceci dit, ça leur coûte beaucoup d'argent. Donc tout ce qui est pas fait en local, qui est envoyé dans le cloud et qui doit être traité sur un data center, ça coûte. C'est pas des ONG. Tu vois, ils ont des comptes à rendre aux actionnaires et c'est vrai que la facture énergétique et la facture globale de l'IA pour ces grands groupes, elle est énorme. Elle est énorme. Ouais, mais je pense que c'est vraiment une épine dans le pied pour Amazon, cette Alexa, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de modèle. Au départ, ça a été créé, rappelons-le, pour qu'on puisse acheter des choses directement par la voix pour Amazon, et c'était un vecteur donc supplémentaire de business, mais personne n'achète sur Amazon par Alexa. En tout cas, ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas réussi à craquer le truc. Donc voilà. Le jour où ils ont admis qu'ils s'étaient plantés sur Alexa ou que ça a été une déception et que les gens s'en servaient finalement pour des choses assez basiques, ils avaient aussi donné l'ampleur de leurs ambitions. C'est-à-dire, il y avait le fait de pouvoir acheter sur Amazon, c'était une chose, mais il y avait aussi cette idée d'avoir un compagnon qui puisse, par exemple, si il détecte que ta voix est enrouée, par exemple, il va te conseiller d'aller acheter des médicaments. Si il sent que tu es un peu déprimé, il va peut-être te dire tu voudrais pas voir quelqu'un, etc. Cette notion-là, c'était quand même leur ambition de départ. Enfin, ça faisait partie un peu de leur, de leur projet de base. Et là, pour le coup, ça va être rendu possible par l'IA. Après, est-ce que les consommateurs suivront ou pas ? On verra. Mais en tout cas, je pense que ils vont pouvoir réaliser leur ambition, ce qui est intéressant déjà. Il faudra en tout cas que ça marche très bien, parce qu'aujourd'hui, Alexa a pour moi un avantage, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de commandes sont très rapides. Enfin, je sais pas si pour comparer les différents systèmes, Alexa est beaucoup plus rapide que les autres, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont traitées en local. Là, du coup, ça passera forcément par le cloud, ou en tout cas, une partie des commandes passeront par le cloud. Donc, il faut obligé de mettre à jour tous les Alexa. Alors, je sais pas d'ailleurs si ça marchera avec les Alexa actuels, enfin les devices Echo actuels. Je suis pas sûr, mais ça va être compliqué. Pas mal de questions, tout ça. On attend la communication officielle d'Amazon. Anthony Morel est venu avec un téléphone qui, moi, me fait briller les yeux. C'est le nouveau Fold de Pixel de Google qui sort enfin en France, puisque c'est le premier Fold disponible en France, les amis, de Pixel, de Google. Et ça, c'est quand même la classe. C'est absolument. Alors, on a déjà beaucoup parlé des Pixels la semaine dernière, c'est vrai, mais là, pour le coup, je l'ai dit comme ça, on va plus rien voir du tout. C'est la première fois, effectivement, qu'il y a un Fold qui sort en France. Il faut se souvenir qu'il y avait une version qui était sortie aux États-Unis, qui n'était pas franchement aboutie, qui avait été un petit peu critiquée aussi. Et là, pour le coup, on a la première version du Pixel 9 Pro Fold, donc qui reprend la plupart des fonctionnalités des Pixel 9 Pro, mais avec le fameux écran pliable. Et donc quand tu le déplies en format livre, parce qu'il y a deux formats sur les pliables, vous savez le format flip et le fold. Le flip et le fold. Donc là, on est sur un format fold et tu te retrouves avec une petite tablette Android. Moi, comme toi, il me fait un petit peu briller les yeux. J'aime beaucoup cet appareil pour plusieurs raisons. On a testé quand même un certain nombre de téléphones pliables. On ne sait jamais comment il faut dire, mais c'est pas grave. Le premier argument, c'est sur le hardware, la finesse et la finition, c'est-à-dire le fait de déjà pouvoir fermer le téléphone et tu sais, t'as pas de jour, t'as pas d'espace. Ça, c'est déjà très très bien. Maintenant, de plus en plus, ils le font comme ça, mais c'est vrai que ça change quand même pas mal la donne. Le Honor Magic V2 est encore plus impressionnant. On en parlait d'ailleurs. Pour moi, c'est l'élément de comparaison ultime, parce que c'est celui qui nous a le plus bluffé depuis qu'on parle de ces téléphones-là. Et le V3 qui va être annoncé à l'IFA. Voilà. Alors là, ça va être dingue, effectivement. Mais on est, en termes de finesse, parce qu'on va quand même parler un tout petit peu des specs. Une fois qu'il est fermé, il fait 10 mm et demi. Donc 10 mm et demi, c'est un petit peu plus épais que le Magic V2. D'accord, mais c'est moins épais que le dernier Fold de Samsung, par exemple, qui a, je crois, 12,5, si je dis pas de bêtises. 11,5 ou 12,5, j'ai peur de dire une bêtise. Enfin, en tout cas, il est un petit peu plus fin. Je vais regarder, monsieur. Oui, regardez, vérifiez, fact-checkez-moi. Épaisseur Fold 6. Ouais, de mémoire, c'est autour de 12 mm, mais enfin, en tout cas, c'est un petit peu plus épais, et mine de rien, ça fait une différence. Alors, en termes de poids, tu as toujours quand même le poids de tes téléphones. Moi, j'aime bien courir avec mon téléphone. Bon, là, pour le coup, tu fais ta muscu en même temps, quoi, quasiment. Mais quand même,
même, c'est vraiment pas mal. Le pli au milieu, la pliure, elle est quasi invisible, ça c'est aussi bien. Et c'est vrai qu'on se souvient des premiers modèles où c'était quand même un vrai problème quand tu regardais une vidéo. Tu en profitais pas complètement parce que tu avais cette petite pliure. 12,2, monsieur. Ah bah j'étais pas très loin quand même. Non, Bon. J'étais pas loin. Bon. Donc pour moi, il a vraiment plein de qualités. Quelques petits défauts quand même. Et puis après, je te laisse la parole. 1000 €, ça va. Alors oui, j'allais même pas dire ça parce que pour moi, ça c'est un acquis. Quoi. Voilà, 2000. Bah oui, les téléphones, on le sait, ça coûte une blinde. Ça c'est vrai. Mais je suis d'accord et c'est pour ça que évidemment, surtout les folds. Les folds aujourd'hui, c'est entre 1008 et 2000 €. Celui-là à 1009, le premier prix, donc on est d'accord, ça coûte très très cher. D'autant que si vous hésitez par exemple entre les Pixel 9 Pro et un Fold, si vous voulez vous faire un petit plaisir, bah en fait, par exemple sur les appareils photo, bizarrement, c'est pas les mêmes que sur le 9 Pro. C'est les appareils photo de l'année dernière. Alors ils sont pas mauvais, hein, mais bon, ça c'est un petit peu dommage. Tu te dis pour un téléphone ultra haut de gamme comme ça. Et puis l'autre petit problème, et ça c'est pas complètement lié, c'est pas complètement de leur faute, j'allais dire, mais c'est que les applications sont pas toutes faites, tu vois, pour optimiser pour le donc du coup, tu vas regarder une vidéo, tu vas avoir des grosses bandes noires, tu vas regarder une application, tu vas l'avoir en mode complètement élargi. Le format du téléphone est tel que il n'a pas été fait pour le cinéma ou pour les séries mais c'est dommage quoi. Pour la vidéo. En fait, effectivement, le prix est un gros problème. Mais ce que j'allais dire en fait, mais Anthony a bien vu ça. Mais c'est pas le problème que du Fold. C'est le problème d'Android et des applications Android en fait. C'est qu'il y a beaucoup d'applications qui ne sont pas adaptées à ce genre de grand format d'écran. Et c'est le même problème sur les tablettes Android. C'est-à-dire que tu te retrouves avec une tablette Android avec une appli, c'est une appli de téléphone. Ton interface n'est pas du tout adaptée. Et donc, on peut espérer qu'avec la démocratisation des téléphones pliants, on arrive avec des développeurs qui s'intéressent beaucoup plus à ça. Pour l'instant, c'est ça que je trouve un peu dommage. C'est-à-dire que tu payes ton téléphone très cher pour après avoir une expérience d'application qui sont parfois pas folle quoi. Je suis d'accord. Et c'est dommage. C'est vrai. Non, absolument. Et tu le vois aussi, alors c'est pareil, ils ont limité sur le multitâche, tu peux faire que 2 choses en même temps, ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres modèles. Alors bon, tu vas me dire, t'es pas non plus obligé de faire 12 trucs à la fois. Tu peux avoir ton Gmail, t'as les mails d'un côté et puis le corps du mail de l'autre. Ça reste très pratique, mais il y a des petites limitations. Voilà, tout n'est pas parfait, évidemment, mais je trouve que pour un téléphone pliable, dans le benchmark, il se place plutôt très bien. Voilà. C'est vrai que le V2 Pro nous a complètement estomaqué, donc je le mettrais peut-être encore un petit peu au-dessus, en tout cas sur la finesse et sur le hardware à proprement parler. Après, avec l'intégration de Gemini, avec toutes les qualités qu'ont les Pixels, bon après moi je m'en cache pas, j'utilise beaucoup Pixel de toute façon, mais pour moi il est quand même très très bien placé quoi. Et ce qui est dingue, je trouve, c'est cette année, je trouve que Google a fait vraiment un vrai pas en avant d'un point de vue fabrication, qualité hardware. C'est assez impressionnant, on le voit sur celui-là, mais c'est vrai sur toute la gamme. Il y a vraiment une vraie avancée, je trouve, en matière de qualité de fabrication, de soins du détail, qu'il n'y avait pas forcément avant sur les Pixels. Alors ils étaient sympas, mais là cette année il y a vraiment j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment devenir sérieux, tu vois. Et d'ailleurs, tout le monde le dit, la presse est plutôt dithyrambique sur les tests des Pixels, parce que c'est vrai que d'habitude il y avait la photo sur les Pixels, tout le monde a adoré la photo des Pixels, mais cette fois-ci il y a aussi le hardware qui est vanté, ce qui n'était pas forcément le cas des précédentes générations. Je suis d'accord. Voilà, Pixel Fold disponible depuis peu, je crois. Il arrive là. Oui, il arrive là. Ces jours-ci. J'ai plus la date de sortie en tête. Je l'ai retrouvé quand même. Bah oui. Tiens, dans l'actu, si on parlait du plus gros fail de l'année 2024. C'est sympa quand même. Ouais. Et alors, le plus gros fail, c'est pas Rabbit. Donc c'est dispo. Voilà. C'est pas le Rabbit, c'est pas le AI Pin qui eux ont été... pas mal quand même comme fail, le AI Pin et le Rabbit. Le AI Pin encore mieux, je trouve. Bien sûr, mais bon, on va dire que c'est des gadins des startups, c'est pas la première fois, voilà. Mais quand vous avez une boîte comme Sony avec sa PlayStation qui sort un jeu qui a dû coûter une blinde, qui est retiré du marché au bout de 2 semaines de commercialisation, qui a réuni à peine 700 joueurs simultanément en réseau, voilà. C'est-à-dire qu'au pic de l'utilisation du jeu, il y avait 700 joueurs. Mais c'est pas un jeu. Ouais. Enfin, c'est pas un jeu indépendant. Tu vois, lancé sur Steam, caché quelque part. Non. C'est Sony qui a lancé ça, quoi.
Ça s'appelle Concorde. Ça s'appelle toujours. Ça s'appelle Concorde. Ils avaient lancé ça effectivement. Ils l'avaient présenté déjà il y a quelques. Ça s'est fini en catastrophe industrielle. Comme le Concorde, c'est ça, ouais. Alors effectivement, c'était un mauvais nom à choisir, je ne sais pas. Mais c'est effectivement un jeu apparemment qui avait 8 ans de développement derrière lui. Alors certains évoquent le chiffre de 200 millions de dollars de budget. Et effectivement, il a tenu. Ce qui paraît pas débile parce que 8 ans vous vous rendez compte un petit peu, 8 ans, rien que la masse salariale de tous les développeurs qui ont dû travailler là-dessus, enfin bref. Ouais, mais c'est des budgets de blockbuster en tout cas pour le jeu vidéo, ça c'est sûr. Ouais, et voilà, et ça a effectivement tenu 15 jours avec effectivement, je crois, un pic, comme tu le disais, sur Steam à 700 joueurs, et puis sur le PlayStation Network, donc sur PS5, parce qu'il est sorti sur PS5, un peu plus, mais pas beaucoup plus. C'est un bid intégral, et en fait, et on en parlait tout à l'heure, ce qui est étonnant, c'est que personne chez Sony se soit dit, mais on va sortir ça vraiment là, et on est sûr que ça va marcher. Faudrait peut-être revoir la copie en fait, parce que ce jeu qui s'appelle donc Concorde était un jeu on appelle ça un hero shooter. En gros, c'est un FPS par équipe qui ressemblait beaucoup. C'est Overwatch quoi. Voilà, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Overwatch avec d'autres héros, d'autres maps évidemment. Mais Overwatch 2, il est gratuit. Et tout le monde y joue. Là, ce jeu-là coûtait quand même $40. Enfin, je sais pas combien en France, mais c'était pas un jeu à 80 €, mais c'était quand même un jeu payant pour jouer à ce qui était une copie d'un jeu que tout le monde connaît, Overwatch 2. Et personne ne s'est dit que c'était un mauvais business model pour un jeu comme ça. Et effectivement, ce qui devait arriver est arrivé. Mais c'est dingue cette histoire. Enfin, au-delà du fait que c'est toujours triste de voir tout cet argent qui part en fumée, etc. Puis se dire qu'une boîte comme Sony avec une puissance de frappe aussi forte et tout raté, le jeu, le marketing, la com, le modèle économique aussi quoi, parce que c'est vraiment tu vois, ça pouvait pas marcher de ce point de vue-là. Et de se dire au bout de 2 semaines, on va arrêter quoi. Ouais, clairement. Vous savez quoi ? On prend 200 millions, enfin je sais pas combien, tout ce que représentait ce jeu, le truc, et on va mettre tout ça à la poubelle. On n'en parle plus. Vous me fermez la poubelle et vous jetez tout ça. Je ne veux plus entendre ce mot. Non, mais c'est dingue. C'est dingue, bien sûr. Après, tu peux jamais savoir à l'avance si un jeu va cartonner ou pas. Ils auraient pu se dire au bout de 2 semaines, allez, on va remettre un coup de. On va remettre un peu le paquet en termes de com, etc. Peut-être offrir un mois de trucs. Ils ont même pas. En fait, c'est dingue. Pour être tout à fait précis, ils n'ont pas dit qu'ils arrêtaient complètement le jeu. Ils ont dit que pour l'instant, ils le retiraient de la commercialisation, qu'ils allaient voir ce qu'ils allaient faire. Ils remboursent les gens et tous les gens qui l'ont acheté. Alors c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Il y a pas beaucoup de monde à rembourser. Ça c'est l'avantage. Le budget va pas être énorme. Mais en revanche, on ne sait pas ce qui va arriver. Alors peut-être qu'ils vont ressortir ce jeu, le peaufiner, changer des trucs qui n'ont pas plu aux joueurs. Peut-être le mettre en mode gratuit. Exactement, peut-être le mettre en mode gratuit. On ne sait pas. Pour l'instant, en tout cas, il est retiré. Donc, et ils vont peut-être revoir leur copie. Peut-être qu'il n'est pas complètement mort. Je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, pour l'instant, ciao. Et la page a été retirée d'ailleurs du site de Sony. Enfin, et c'est vrai en plus. Mais je pense surtout aux développeurs du jeu qui doivent quand même après avoir bossé plusieurs années dessus. Ouais, puis sur ton CV, du coup, tu sais, à bosser sur Concorde. Ah oui, d'accord. Écoute, lequel, celui qui s'est craché ou le jeu qui s'est craché? En fait, il y avait une explication aussi que je trouvais assez intéressante sur réussite industrielle. Non, mais bien sûr, sublime. Vraiment, je suis un énorme fan du Concorde. Technologique. Clairement. Pas du tout le même. L'un de mes grands regrets, c'est de ne pas avoir pu faire un voyage en Concorde. Moi aussi, j'aurais tellement aimé ça. Mais il y avait une explication que je trouvais intéressante, moi, sur les raisons de l'échec du jeu, qui était que, en fait, c'est pas un jeu pour Sony. C'est-à-dire que Sony, d'habitude, les jeux PlayStation, c'est des grands jeux solo, type Uncharted, très premium, God of War, tous ces jeux-là qu'on joue, là, c'était un jeu multijoueur en ligne. Alors, certains ont dit que c'est pas du tout le public. Le public de la PlayStation type quoi. C'est vrai que c'est plus les gens sur PC qui jouent à ça en fait principalement. Il est aussi sorti jouer sur PC mais moi ça me plaisait bien sur le papier. Tu vois, je cherche un nouveau jeu là sur lequel vraiment me donner, tu vois. Entre 2 parties d'échecs. Entre 2 parties d'échecs parce que je joue beaucoup aux échecs en ligne. J'ai des résultats médiocres mais je joue beaucoup. Et mais pour le coup moi j'aime bien Overwatch. J'ai un peu touché tout ça et je me disais là ça pourrait être sympa. J'avais entendu parler de Concorde. Du coup j'étais pas dans les 700 joueurs. Je ne l'ai pas testé donc peut-être que je suis passé à côté d'un truc, mais non, tant pis, ce sera un autre jeu.
Bon, bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va se dire au revoir. On voulait vous parler d'un robot impressionnant, mais on en parlera la semaine prochaine. Il y a plein de choses à raconter. Ouais, il y a plein de trucs. Ouais. Puis la semaine prochaine, ce sera surtout la keynote Apple, les amis. Donc là, il va y avoir du lourd. Enfin, on espère qu'il y aura du lourd. Entre les nouveaux iPhones, etc., les 10 ans de l'Apple Watch, on va sans doute bien s'amuser. On commentera tout ça, bien évidemment, tous ensemble. Soirée Apple à vivre, bien évidemment, sur BFM Business dès 20h dans Tech & Co, où on va mettre les petits plats dans les grands, des experts qui seront là, on aura le stream de la soirée. Franchement, venez nous voir, vous ne le regretterez pas si vous voulez suivre toute l'actualité Apple. Merci beaucoup Eric. Merci. Toujours un plaisir que de t'accueillir. À très vite Eric Le Gourlou. Et merci à Anthony. On se retrouve la semaine prochaine. On se dit au revoir, mais pas tout à fait, parce que si vous êtes avec nous en audio, eh bien on va se retrouver pour quelques minutes supplémentaires qui sont exclusives au podcast audio. Ce sera notre petit module bonus de quoi je me mêle. Voilà. À tout de suite, en tous les cas en audio, et à la semaine prochaine pour tous ceux qui nous regardent sur les autres canaux. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.